Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là. La faillite des États. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Le vocabulaire de la faillite a débordé à ce point du droit commercial qu'il est aujourd'hui utilisé sans guère de précaution. On vient d'entendre l'étonnante déclaration faite aux débottés en Corse en septembre 2007 par François Fillon, alors Premier ministre. Le droit commercial, pour revenir à lui, c'est un droit pragmatique. On attend simplement de lui qu'il établisse, en s'approchant au plus près du concret, un minimum d'honnêteté dans les relations d'affaires. En droit commercial, l'existence précède l'essence. Quand il s'agit des États, on est dans un registre, en principe, plus haut. Pour prendre le cas de la monnaie, l'État, dès lors qu'il en imprime une, il la marque du sceau de sa puissance et il est entendu qu'il gage sa valeur. Il garantit de même le capital de sa banque centrale. La banque centrale, elle, garantissant le remboursement de la dette publique. Oui, mais dès lors que les banques privées accordent des crédits, elles créent, à leur façon, de la monnaie. La monnaie scripturale qui circule ainsi par simple jeu d'écriture échappe largement à l'État. Aujourd'hui, des entreprises privées peuvent même envisager de faire circuler leur propre monnaie sur Internet. Dans ce grand jeu mondialisé, où de surcroît des regroupements de pays peuvent expérimenter l'union monétaire, comment l'État peut-il garder son être politique propre ? La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Avec Marianne Frison-Roche, bonjour. Bonjour. Comme vous intervenez beaucoup sur les questions d'économie, d'aucuns vous prennent pour une économiste, ce qui n'est pas une injure. En rien. Vous êtes juriste néanmoins. Mais être juriste, c'est important parce que le droit, c'est important. Il manque des émissions de droit dans les programmes de radio. C'est une bonne suggestion. Oui. Je ne vais pas dire tous les brevets de pilotage que vous possédez. Vous êtes une juriste de haut vol qui pourrait atterrir à la radio. On va, avec vous, surplomber 2-3 grandes questions dans le siècle passé qui seront autant d'exemples. Mais d'abord, le droit commercial. Vous savez, à la radio, on aime bien passer des archives sonores pour illustrer ce qu'est un tribunal de commerce. Vous ferez vos commentaires après. Marianne Frison-Roche, on a pris un téléfilm d'André Cayatte qui s'appelle « Des yeux pour pleurer ». La représentation qui est faite des tribunaux de commerce n'est pas extrêmement flatteuse. Devant un tribunal de commerce, il y a des créanciers et quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa dette, c'est ça ? Techniquement, ça s'appelle quelqu'un en cessation des paiements, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus assez d'actifs disponibles pour faire face à son passif exigible. C'est le cas de la malheureuse Françoise Brion qui a hérité d'une imprimerie et qui pense avoir trouvé des accommodements, des compromis avec les créanciers de l'imprimerie. Tout se présentait bien. Mon mari avait fait le maximum pour exposer et faire accepter nos propositions. Pendant des semaines, il avait démarché un par un nos fournisseurs, les petits créanciers, des gens avec qui l'imprimerie Rouvet travaillait depuis des années. Tous lui avaient affirmé qu'ils étaient d'accord pour nous aider à nous en sortir. Vous connaissez les propositions concordataires de la société Rouvet. Je vous demande de répondre à ces propositions par oui ou par non. Arnaud et fils. C'est oui. Bidalou Jean. Oui. Société Didelot et compagnie. Oui, nous sommes d'accord. Jaron Henri. Oui. Société Interpapier. La société Interpapier a régulièrement cédé sa créance à la société Imprime Europe, que je représente. Imprime Europe, au lieu et place d'Interpapier. Votre décision ? Ma réponse est non. Imprime Europe a raflé les créances d'autres créanciers plus petits. Ça se passe assez souvent, ça.
En tout cas, c'est ce qui est dit dans le film. Et c'est vrai un juriste, Kayat, lui aussi, c'est ce qu'il dit. Oui, sans doute qu'il y avait une vision très négative des créanciers. C'est celle aussi qu'avait le garde des Sceaux en 1985, Robert Badinter, qui a donc changé le droit de la faillite et très privilégié les débiteurs et très nuit aux créanciers. Mais les entreprises ont aussi besoin des créanciers car ce sont des prêteurs. Mais quand je disais avec emphase que, en matière de droit commercial, l'existence précède l'essence, c'est que la préoccupation éthique n'est pas au premier plan, au départ du droit commercial. On est pragmatique et concret. On est pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut garder une juste mesure, un équilibre entre le débiteur et les créanciers, parce que c'est vrai que les débiteurs doivent rembourser les créanciers, mais si on n'a plus de créanciers, on n'a plus non plus de prêteurs. Et donc c'est le grand jeu du droit commercial, arriver à garder l'équilibre entre les emprunteurs et les prêteurs, qui sont à un moment les débiteurs et les créanciers. Je sens que vous allez dire que de toute façon, en droit commercial, on ne tue plus personne. Il ne faut pas tuer la poule car vous n'aurez plus d'eau. Donc il faut arriver à garder en vie le débiteur parce que sinon il n'y a plus d'entreprise, mais il faut aussi garder en vie par exemple les banques. Mais Françoise Brion, là, la malheureuse, elle ne va pas être liquidée. C'est la société qui va être liquidée. Voilà, c'est une grande différence car effectivement les personnes physiques ne sont pas tuées lorsqu'elles ne peuvent plus payer leurs dettes. Ça, c'était le droit romain qui tuait les personnes qui ne pouvaient plus payer leurs dettes ou bien les réduisait en esclavage. Depuis, dans un système plus moderne, on ne tue pas les personnes physiques. Ce sont les entreprises, les personnes morales qui, elles, sont liquidées, qui sont effectivement juridiquement anéanties. Puisque vous aimez faire des distinctions entre les différents types de droits, Marianne Frison-Roche, vous allez me dire que l'État, lui, ne relève pas du droit commercial. Il ne peut pas être liquidé. Enfin, si, il peut être tué par un autre État. Voilà, les États, normalement, effectivement, classiquement, sont des êtres juridiques très particuliers car ce sont des souverains. Et donc, un État, c'est éternel. Donc, c'est encore mieux qu'une entreprise. Une entreprise, ça naît à un moment et puis ça finit de vivre, 99 ans, normalement. Alors qu'un État, Hegel l'avait tellement bien dit, c'est éternel. Oui, enfin, ici, on va parler aussi en termes historiques, si vous le permettez, Marianne Frison-Roche. Et c'est le choix d'ailleurs de deux exemples que vous avez faits. On va parler de la Russie dans un premier temps, et puis quand on en viendra à une période plus contemporaine, dans la deuxième partie, de l'Argentine. Il arrive que des États, la Russie devenue URSS, déclarent « je ne peux pas » ou « je ne veux pas honorer mes dettes ». Alors, on va remonter à la source de la question soviétique, en rappelant les années 1880, la Troisième République était heureuse de sortir de son isolement diplomatique d'après la guerre de 70. Elle concluait une alliance qui paraissait assez étrange à beaucoup avec la Russie tsariste, ce qui provoquait un enthousiasme assez généralisé. Vous habitez à côté de l'avenue Franco-Russe, si c'est pas un secret. Et avenue Franco-Russe, oui. Le nom vient de là. Tout à fait. Et certains d'entre nous, pas vous, mais certains d'entre nous sont assez âgés pour nous souvenir qu'enfant, on mangeait des entremets franco-russes. Franco-russes. Alors, l'enthousiasme, ici dans le feuilleton, les eaux mêlées, d'après Roger Icor, Jean Kergebron. T'es anglais? Russe. Russe! Ah, j'aime les Russes, moi. Tsar, Isba, Cosaque, Grand-Duc. Oh, français, russe comme ça. Ah, les Cosaques. Toi, t'es Cosaque? Un petit digestif. Va. Ah, quand on a bien mangé, le petit digestif, ça fait digérer. Et puis, ça donne des idées gaies. Allez, on trinque au tsar, à la Russie et à l'alliance franco-russe. Voilà, puis au bout de l'alliance franco-russe, il y a la souscription jugée patriotique aux emprunts russes. Qui servent à quoi, Marianne Frison-Roche? Au rail. C'est-à-dire déjà aux infrastructures essentielles, car assez souvent, les emprunts d'État sont reliés aux infrastructures étatiques, par exemple le rail, la modernité. Le transsibérien, allez, par exemple. Je renchéris. Oui, enfin, ça, c'est une vision très positive, mais il y a eu un impérialisme financier français en Russie. Au début du XXe siècle, quand les Allemands et les Français s'opposaient sur le statut de Tanger, affaire très importante qui nous a mené presque à la guerre, les Français faisaient pression sur Saint-Pétersbourg, pour demander au tsar d'appuyer la France dans l'affaire marocaine.
Parce qu'on sait aussi que les investissements, ce n'est pas que affaire d'argent, c'est aussi affaire de politique, et que celui qui arrivera à financer notamment des infrastructures pourra mettre un pied politique dans le pays. Qui ne sait cela, par exemple, pour l'Afrique? Ça se présentait comment physiquement un emprunt russe? C'était un papier, c'était à l'époque des titres au porteur, et donc on stockait ça dans des coffres, sous des matelas. Et on découpait les coupons tous les ans. Eh bien, le tsar cesse de payer les intérêts. C'est pas la peine de lui envoyer des coupons à partir de la déclaration de guerre en 1914. Et puis, quand il est renversé, que c'est le temps des bolcheviks, décret du 21 janvier 1918. Qui dit quoi donc, de la part du nouveau pouvoir à Moscou? Oui, donc c'est par un acte juridique. Donc on prend un décret, un acte unilatéral, et l'État dit « Je ne connais plus mon régime juridique précédent, je n'ai rien à voir, donc je n'honorerai pas ce qu'a dit le régime précédent, je ne connais pas les emprunts russes, je ne payerai pas. » Oui, mais quand la France finit par reconnaître l'URSS en 1924, est-ce qu'on n'engage pas de nouveau des négociations? Certes, mais ce n'était pas l'État français qui avait souscrit, c'était des personnes particulières qui sont créancières, et c'est à leur titre de créance particulière qu'elles vont revendiquer pour demander le paiement. Quand, après la dernière négociation qui échoue en 1933, il ne reste que des yeux pour pleurer aux possesseurs d'emprunts russes, certains quand même continuent à les stocker, et ils vont les ressortir quand tombera le pouvoir communiste. Ils passeront même à l'offensive. L'État d'Yeltsin, disent-ils, doit assumer les obligations anciennes. On raconte toujours dans la famille l'histoire de mon arrière-grand-mère qui avait une valise avec ses emprunts russes et qui, chaque fois qu'elle partait en voyage, emmenait avec elle précautionneusement et précieusement sa valise emprunt russe. Parce qu'elle y croyait toujours. Pour eux, c'était une catastrophe. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Le gouvernement russe ne nous a rien donné, nous a complètement oubliés. C'est injuste. Heureusement qu'il y a des associations comme la FAIR. C'est un monstre des mers, un monstre sacré, le plus grand voilier du monde. Le Sedov, bateau-école russe de 117 mètres de long, est entré ce matin en rade de Marseille pour une escale de 4 jours. Très attendue par l'AFPER, une association qui représente 15 000 porteurs d'emprunts russes. Dès lundi, elle demandera au tribunal de Marseille une saisie conservatoire du Sedov. Pour nous, le Sedov fait partie de l'État russe qui est tenu de payer ses dettes sur l'ensemble de ses biens. Enfin, erreur, votre honneur, parce que l'État russe, il a cédé le Sedov, qui est un bateau allemand qui était passé à l'URSS au titre de dommages de guerre à l'université de Mourmansk. C'était plus prudent. Ce sont, alors vous allez m'expliquer ce mystère, Marianne Frison-Rochedatte, de 2002, France 2. Et en même temps, je lis sous votre plume qu'il y a eu un accord dès 1996 sur cette foutue question des emprunts russes entre l'État de Yeltsin et la République française. Parce que c'est une question aussi de crédibilité politique. Quand un État émet du papier, c'est quasiment, vous voyez, c'est comme de la monnaie, et si il n'honore pas le papier sur lequel il a mis son sceau, à ce moment-là, il perd son crédit international. Donc les deux États se rapprochent. La Russie, la Fédération de Russie, en tant qu'elle s'était engagée en tant qu'être souverain de droit international public éternel, et puis l'État français, non pas en tant que lui-même, ce n'est pas lui qui a souscrit, ce sont des Français, mais il les représente, il va les porter, et il y aura un accord entre les deux pays. Bon, mais si les porteurs d'emprunts russes ne sont pas contents de ce compromis, ils peuvent continuer à porter l'affaire en justice? Il se trouve que cet accord était minimal et que les créanciers pouvaient par ailleurs saisir la justice, ce qu'ils ont fait. Alors, le Conseil d'État a marqué une certaine lassitude, la Cour européenne des droits de l'homme aussi, mais il y a un rebondissement. L'État de Poutine, de même qu'il va construire une cathédrale pour le patriarcat de Moscou à côté de l'avenue franco-russe, non loin de votre domicile, vient de récupérer la cathédrale de Nice. En 10 ans, elle a été construite avant 1917, mais sur les fonds de l'Empire russe, donc elle est à bois. Alors ça donne de nouveaux arguments aux porteurs de l'emprunt russe. Voilà, suivant les circonstances, on se souvient qu'on est éternel tout à coup. Voilà, donc tout à coup, ce sont des argumentations devant les tribunaux, et la Cour d'appel d'Aix a effectivement considéré qu'il y avait une permanence de l'État russe. Donc tout à coup, les créanciers de l'État russe s'en sont souvenus aussi. On pourrait, au fond, dans une émission de radio consacrée au droit, présenter le droit comme une tragicomédie.
Ah, ça oui, surtout si on le regarde à travers les procès et les avocats. Et on pourrait l'illustrer ainsi, puisque je vous ai dit qu'on parlerait de l'Argentine tout à l'heure, par un tango, mais un tango interprété par Marek Weber, qui est né aux confins de l'Empire russe et de l'Empire austro-hongrois, qui a été chef d'orchestre de l'Hôtel Adlon à Berlin. Enfin bref, c'est un tango russe. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Jacques Sigal, notre réalisateur, me signale que selon ses informations, dans tous les cabarets russes, on se saoulait en écoutant Les Yeux Noirs, dont vous avez entendu la version de Marek Weber. Il est vrai que le sujet dont nous parlons, les États en faillite, prêts à rire, à pleurer et à se saouler. Passons au continent sud-américain, et si vous le voulez bien, dans les années du début du XXIe siècle, aux interventions incessantes d'un acteur qui n'existait pas au moment de la Révolution russe et qui s'appelle le Fonds monétaire international et qui est devenu déterminant parce que dans les sujets qui nous préoccupent, Marianne Frison-Roche, il dispose de leviers. Qui est le levier de l'argent, car lorsqu'un État a tellement peu d'argent qu'il décide de non pas d'affamer sa population, mais de cesser de payer ses créanciers, car ce n'est pas un État qui fait faillite, plutôt un État qui fait défaut, eh bien, soit les créanciers abandonnent leurs créances en tout ou en partie, soit une grande institution monétaire, le FMI, apporte de l'argent à cet État défaillant pour lui permettre de nouveau de payer. Et assez souvent, il y a un mixte des deux, une réunion avec le FMI et les créanciers, publics et privés, et un accord où le FMI abonde, donne un peu d'argent, et puis les créanciers abandonnent un peu de leurs créances, et puis il y a des aménagements dans le temps. Bref, cela se règle entre personnes de bonne civilisation. Oui, d'accord, mais enfin, le FMI apporte des préconisations. Si on prend le cas de l'Argentine, une fois que le président Médem a tourné le dos, la population s'aperçoit d'un certain nombre de conséquences de sa politique et l'État se retrouve quasi insolvable. Alors qu'est-ce que propose au début de cette crise le FMI? Toujours un peu le même type de recette, dites-vous. Le FMI ne peut pas non plus donné à fond perdu, n'a pas lui-même est abondé par les autres pays, des pays parfois plus vertueux que les pays en difficulté, et donc il va faire des prêts avec des conditionnalités. Et les conditionnalités, ce sont souvent des réformes structurelles, douloureuses, parfois des réformes idéologiques, souvent sur un mode libéral, parfois ce qu'on appelle néolibéral. Coup de rabot donc sur les politiques de dépenses publiques. En Argentine, à l'été 2001, on en vient au Corialto, c'est-à-dire à des mesures qui limitent les retraits de liquidités dans les distributeurs bancaires ou bien l'envoi de fonds à l'étranger. Mesures qui nous paraissent complètement barbares aujourd'hui, mais que nous avons connues en France à plus d'une reprise. Et qui était l'idée plutôt des Argentins, parce que ça, c'est plutôt du protectionnisme et donc des mesures nationalistes. Le FMI n'était pas très favorable, était plutôt dans une perspective plutôt de libre-échange et de faire souffrir l'Argentine par des politiques de concurrence. Grève générale au début de septembre 2001, et voici que le président de la RUA s'adresse à sa population, lui signifiant l'état de siège. Informarles que ante eso
he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Concert de casseroles, barricades, les piqueteros dans les rues. Le président de la Rua va être obligé de fuir la Casa Rosada, le palais présidentiel de Buenos Aires, en hélicoptère. Et son successeur, le président Saá, quelques jours après. À peine élu à la présidence de la République argentine, Adolfo Rodríguez Sá a annoncé la mise en place de son plan d'urgence. L'État argentin va suspendre le paiement de sa dette extérieure. Cette mesure, tout le monde l'attendait, même les banques britanniques, principales créancières de l'Argentine, qui ont déclaré pouvoir faire face au moratoire dont le montant est de 120 milliards d'euros, le plus important de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une annulation de la dette extérieure. Ce n'est pas une attitude fondamentaliste, bien au contraire. Il s'agit du premier acte d'un gouvernement qui veut traiter de façon raisonnable et correcte la dette extérieure. Alors, il ne s'agit pas d'une annulation, il s'agit d'un défaut, précisons le Il vocabulaire. s'agit d'une Marianne décision Frison-Roche. proprement politique. L'État peut décider s'il va faire prévaloir ce qui est sa fonction même, préserver sa population, ou bien s'il va honorer sa parole dans l'espace international. Or, dans l'espace international, l'État n'a que deux pouvoirs, soit faire la guerre, soit avoir sa parole et la tenir. Donc pour lui, c'est un choix absolument primordial. Et là, l'Argentine a préféré préserver sa population, mais du coup, elle a perdu toute sa crédibilité internationale. Vous parliez de mesures protectionnistes prises par le président précédent, sous le président Saá et ceux qui vont suivre jusqu'à Nestor Kirchner. Il va y avoir aussi l'installation en matière monétaire de circuits courts, avec des bons de monnaie délivrés par l'État ou par les collectivités locales et dont la valeur était plus ou moins reconnue par les commerçants. Alors, il faut en arriver à une renégociation, là, comment fait-on ? Là, on est dans des transitions qui sont proches de la guerre, où nous avons des pays qui sont en autarcie, en survie, et puis après il y a tout le processus de sortie de crise, où là il y a les États et puis les grands acteurs internationaux qui sont avant tout les banques et les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale qui vont accompagner dans une sortie de crise, et là c'est forcément des négociations internationales complexes. Je ne veux pas vous froisser parce que vous n'aimez pas le rapprochement avec les tribunaux de commerce, mais on pourrait peut-être envisager à un instant comme celui-ci que le FMI, de manière éphémère, devienne une sorte de tribunal de commerce. Et ça a été suggéré par le FMI lui-même, puisque en 2001, Anne Krieger a demandé au FMI de s'organiser comme un tribunal de commerce pour que les négociations puissent concerner la totalité des créanciers internationaux du pays, pour que surtout aucun ne soit exclu de la négociation, aucun ne puisse être exclu et donc ne puisse se sortir de cette négociation-là, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle les procédures collectives. 14 ans plus tard, 13 ans plus tard, on pouvait croire la situation à peu près réglée, les créances renégociées, pas mal abandonnées, sauf que, comment dit-on dans la presse, des fonds vautours, ce serait, Marianne Frison-Roche, appropriés, c'est un peu comme dans le film de Kayat, tout à l'heure, des créances abandonnées. Et précisément parce que, hélas, le FMI n'a pas pu se constituer en tribunal de commerce. Donc vous voyez tout de même les agréments, l'efficacité des tribunaux de commerce, c'est que lorsqu'il y a une procédure de faillite, une procédure collective devant un tribunal de commerce, aucun créancier ne peut jouer cavalier seul. C'est impossible. Mais hélas, parce que le FMI n'est pas un tribunal de commerce, il est possible pour un créancier de ne pas s'asseoir à la table des négociations. Mais comme donc, vous craignez les mots inexacts, je pensais que vous alliez me reprendre beaucoup plus vite sur le mot fonds vautours. Oui, parce que ça, c'est un propos de journaliste, mais je ne voulais pas non plus dire du mal des journalistes. Non, surtout si vous voulez entrer à la radio. Surtout si je veux effectivement éduquer ou donner à voir le bon côté du droit. Donc, ce sont des personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui n'ont aucune pitié. Donc, si vous pensez du mal des... Oui, c'est parce que j'aime bien les oiseaux et que j'aime trop les vautours et que donc je trouve que ces fonds abominables qui n'ont aucune pitié. Donc, ce que font ces fonds, c'est qu'ils ont repéré qu'il y avait une toute petite partie de ces créances, peut-être 5%, par exemple, à l'égard de l'Argentine, qui n'étaient pas l'objet de négociation. Donc, ils les ont récupérées et à ce moment-là, ils vont voir les tribunaux et ils disent « ces créances, je veux le paiement
immédiat et pour 100%. Et ça représente quelques milliards. Eh bien, pendant des années, ils n'ont pas trouvé de tribunaux, car les juges étant des personnes qui respectent les personnes faibles, l'équité, ont toujours rejeté ces demandes ignobles. Mais hélas, en 2012, ils ont trouvé un juge. Mais où? Ils l'ont trouvé, hélas, aux États-Unis. Mais qui? Il y a eu un juge fédéral, certes de 84 ans, certes peu maître de droit commercial, qui a trouvé leur demande légitime. Oui, mais vous serez plus convaincante quand vous direz que les fonds vautours, ce sont de riches familles brésiliennes. Que vous devrez peut-être leur nom, voilà. Et que vous direz que le juge est gâteux. Il se trouve que parmi ces fonds, il y en a effectivement un qui est tenu par une riche famille brésilienne, et il se dit que le juge Thomas Criessa est sans doute un peu trop âgé pour rendre la justice. Le ministre des Finances argentin, en 2014, le ministre de Madame Kirchner, il s'appelle Axel Kicillof. Maintenant, je vais évoquer le problème de la dette argentine. Mais avant tout, je veux laisser entendre clairement ce qu'a dit la présidente de notre nation, ce que déclare la République argentine. L'Argentine veut continuer à payer sa dette restructurée. L'Argentine veut continuer à payer, mais on ne la laisse pas continuer à payer. C'est un exemple inédit. Insolite. Pourquoi? Parce qu'on nous a imposé des conditions déterminées qui, telles qu'elles sont, ont des conséquences qui mettent en risque l'économie dans son ensemble. Leur exécution pousse l'Argentine à un nouveau défaut. Je veux dire que les actionnaires des fonds vautours ne mettent pas en péril la restructuration de la dette. Ils mettent en danger le pays, notre peuple, les droits pour protéger les Argentins des actionnaires du système financier international. Pardonnez le style journalistique de la question, mais les fonds vautours vont-ils envoyer l'armée ? Alors nous allons le voir, puisqu'ils ont obtenu du même juge un autre jugement vendredi dernier pour cette fois-ci 5 milliards de dollars. L'Argentine a dit que c'était un jugement lamentable et que de toute façon il n'exécuterait pas. Et à un moment, quand l'État lui-même dit qu'il n'exécute pas, le créancier ne peut que brandir son jugement, il ne peut pas avoir d'exécution, et que je sache, les fonds ne disposent pas encore d'armée. Dans notre langage, on appelle ça un pied pour finir une émission. C'est autour d'une zone d'union monétaire expérimentale, à certains égards, la zone euro, que tourne maintenant l'orage. Et c'est une situation, diriez-vous, dans une future émission, complètement inédite, Marianne Frison-Roche. Oui, complètement inédite, parce que la Grèce est l'objet de négociations politiques, mais cette fois-ci avec la Banque centrale européenne qui discute à égalité avec le FMI, car c'est l'euro et la Grèce ne peut pas sortir de l'euro puisque l'entrée dans l'euro est irréversible. Donc nous avons une zone complètement intégrée. C'est une situation inédite. Un État ne peut pas faire faillite dans la zone euro. La dette que la Grèce doit honorer d'ici la fin juin, c'est vis-à-vis du FMI, et les échéances en juillet et en août, c'est vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Et la Commission européenne qui représente l'Union européenne, dont la Grèce ne peut pas juridiquement en sortir. Donc c'est un mixte à la fois de ce qu'est la monnaie, de ce qu'est l'Union européenne et de ce qu'est le droit, car la Cour de justice a été saisie par le tribunal constitutionnel allemand sur la dimension du pouvoir de la BCE dans son soutien aux dettes souveraines de la Grèce. Nous attendons l'arrêt. La banque ne peut pas, la Banque centrale européenne, en principe, être le prêteur ultime d'aucun des États. La banque ne le peut pas, mais si elle le doit, peut-être que le droit ne peut pas entraîner l'Union européenne elle-même à s'écrouler. Nous verrons ce que le droit peut faire. Alors nous avons 2 titres possibles d'émission. Nous attendons l'arrêt où nous verrons ce que le droit peut faire. Marianne Frison-Roche, merci. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par le plus économiste d'entre nous, je veux dire, Franck Olivard, et à la technique, c'était Vincent Godard.